Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site de Télécom École de Management et canalchat.com pour ce cycle de conférences, cette 4e conférence en partenariat aussi avec le Cercle Les Échos. Et on va parler cette fois-ci, sur cette 4e conférence, d'éco-conception à l'assaut de l'industrie numérique. Ça tombe bien, on est à quelques jours de la semaine du développement durable. Donc on va essayer de rapprocher le numérique et le développement durable avec un plateau de choix, comme d'habitude, avec Cédric Gossard à mes côtés. Vous êtes enseignant-chercheur à Télécom École de Management, c'est ça. Et avec un groupe à plusieurs, mais vous êtes l'un des auteurs de ce livre que je vais montrer tout de suite, mais je ne connais pas le titre par cœur parce qu'il est un peu compliqué. Donc c'est Impact écologique des technologies de l'information et de la communication, que voilà. Voilà. Ça a l'air riche et complet. Oui, c'est un travail de 2 ans, 8 auteurs. D'accord. Donc c'est quoi le groupe Eco-Info ? Donc le groupe Eco-Info, c'est un groupement de services du CNRS en fait, qui vise à vulgariser les impacts écologiques des TIC et à fournir aussi des solutions, notamment aux responsables informatiques, mais aussi aux citoyens pour utiliser l'informatique de manière disons, responsable et écologique. D'accord. Alors pour compléter ce plateau, nous avons Marc Vautier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet éco-conception et développement durable chez Orange Technocentre. Voilà, on a tout dit. Vous nous expliquerez sur quoi vous travaillez, quelles sont vos prospectives. Et à votre droite, Jean Guyard, bonjour. Vous êtes directeur du cabinet de conseil Evernity. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et vous êtes spécialisé dans les systèmes d'information éco-responsables. Tout à fait. Donc, grosso modo, on vous consulte pour essayer d'améliorer les impacts environnementaux des systèmes d'information, de l'informatique des entreprises. À la fois dans les institutions, dans les entreprises. Dans les grands comptes et dans les collectivités. D'accord, très bien. Donc, y compris dans le système éducatif, ça peut arriver. Eh ben justement, on en parlera, j'imagine. Donc, vous connaissez la règle du jeu. L'objectif, c'est évidemment de débattre entre vous, mais surtout de répondre aux questions des internautes qui sont là. Et on commence tout de suite avec une question de base de Sabine. Qu'appelez-vous éco-conception ? Alors, le spécialiste Alors, moi, je veux bien répondre. Alors, l'éco-conception, c'est relativement simple. L'idée, c'est de prendre en compte les contraintes environnementales lors de la phase de développement d'un produit, au même titre que les contraintes techniques ou les contraintes économiques. D'accord. Parce que souvent, jusqu'à présent, on prend en compte le technique, on essaie de faire quelque chose, ou que ça coûte le moins cher, et l'environnement n'était pas intégré dans le cercle de réflexion. L'idée, maintenant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour réduire les impacts environnementaux. Et sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières, à la fabrication, à l'usage et aussi à la fin de vie. Donc c'est à la fois une posture de départ et derrière des techniques, des choses méthodologies, très concrètes, mais c'est peut-être d'abord et avant tout une posture de départ. D'accord. Vous pouvez compléter, non ? D'accord avec cette définition ? Je suis tout à fait d'accord. Si on est d'accord sur la définition, on va pouvoir en parler. Donc rentrons dans le vif du sujet. Avec Sarah, pouvez-vous expliquer en quelques mots, c'est la même question, donc une autre question de Justinien, en quoi consiste votre métier, monsieur Guyard ? On fait un tour de table. Très bien, mais écoutez, mon métier il est simple. Moi je vais m'adresser soit à des... On a 2 métiers, on fait du conseil principalement, mais aussi on intervient pour assister soit des directeurs informatiques qui veulent prendre en compte justement l'aspect environnemental dès la conception de leur système d'information, donc ça veut dire, mais aussi à tous les niveaux, dans la phase d'utilisation ou à la phase de fin de vie. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut très bien travailler sur l'énergie consommée par le parc informatique d'une entreprise, ou encore travailler sur comment je design mon data center pour qu'il consomme moins tout en étant performant, ou comment je traite tous mes déchets électroniques, puisque mon parc informatique, je le renouvelle. Donc ça, c'est tout un volet en regard du système d'information. Et on a mis en place des méthodologies, certaines notamment avec le groupe Eco-Info, c'est aussi pour ça qu'on se connaît, puisqu'on a mis en place toute une analyse de maturité du système d'information, donc de l'achat jusqu'à la fin de vie, pour pouvoir savoir si l'informatique, grosso modo, est verte ou pas dans cette entreprise et qu'est-ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors, cette fois, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec une question de Baptiste. Pourquoi nos téléphones, terminaux, etc. ne tiennent que 2 ans ? C'est vrai que c'est une bonne question. On a un peu cette impression-là. Non, ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps, mais souvent, c'est l'usager qui décide d'en changer. Parce qu'on nous inflige des besoins qui nous affligent. L'usager qui décide d'en changer. C'est un peu ça. Cédric, tu as un portable qui a 6 ans. Voilà. Vous osez encore le montrer Voilà, je le montre à mes étudiants, je dis voilà, j'ai un téléphone stupide. Donc, c'est pas un téléphone intelligent, mais
pense que c'est là on touche au sujet que certains appellent l'obsolescence, effectivement, que certains appellent programmée. Oui, c'est la question suivante. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Vous pouvez l'envoyer, comme ça. Alors, donc on va répondre aux deux questions. Donc ces 2 ans, c'est un leurre, c'est un peu l'industrie qui nous C'est oblige moyenne. Je crois que les téléphones portables, le cycle, c'est à peu près 2 ans. Mais rien n'empêche un client de garder son téléphone 3, 4, 5 ou 6 ans. Quoi. Alors, il peut avoir des problèmes pour changer la batterie. Effectivement, on peut avoir la batterie qui se vide, qui est moins performante. Donc, on peut être amené à changer la batterie, ce qui est possible, hein, ça se voit. D'accord, mais excusez-moi de me faire l'avocat du diable, en l'occurrence, nous, pauvres consommateurs, mais c'est vrai que c'est très tentant. Les technologies évoluent tellement vite, c'est pas vous qui allez nous dire le contraire, elles évoluent tellement vite que... je sais pas, je prends un exemple débile, mais si vous aviez, je ne sais même pas si vous aviez un appareil photo dans votre téléphone là, mais si vous l'aviez, il devait faire 1,5 mégas, ou je sais pas, gigapixels, ou je sais pas, je m'en fous complètement, enfin bref, 1,5, si ça passe à 10, bah, vous avez plutôt envie de changer, quoi. Et c'est pas un crime que de changer. C'est pas un crime de changer, non. Je suis d'accord, hein, mais... C'est tout le débat, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces nouveaux terminaux? On peut avoir une réflexion avant de le changer quand même, justement. Oui, bien sûr. Je vais le changer, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il y a un impact, puisqu'il a été fabriqué, puis je vais jeter l'ancien, du coup, quel impact ça a sur mon environnement? Et puis, du coup, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On peut réfléchir 2 fois. Alors oui, il y a l'aspect, il y a 2 choses dans ce qu'il dit. Il dit c'est le consommateur qui choisit. En même temps, tout le modèle économique fait que tout est fait pour le constructeur fait tout pour qu'on vous le renouvelle. Hein. Sans fierté, certains constructeurs, tous les 6 mois, il y a un nouveau modèle sur le marché en mobile. Tout le monde a envie de quelque chose de nouveau. Donc c'est un mixte des deux. Et c'est à nous d'être conscients de cette obsolescence non pas programmée, mais systémique, comme dirait Cédric. Puisque effectivement tout le monde s'est embarqué dans ce système. Quoi. Et c'est à tout le monde peut-être de commencer à une réflexion différente. Dans le livre, il y a un tableau où effectivement on montre que la durée de vie des téléphones portables est passée en quelques années de 6 ans à 3 ans. Et effectivement, je pense que la plupart des téléphones qui ne sont plus utilisés fonctionnent encore en fait, mais ils sont mis de côté pour pouvoir justement avoir le dernier modèle. C'est la durée de vie ou la durée d'usage? L'utilisation. C'est la durée d'utilisation, en fait. L'utilisation, c'est pas la même chose, non? Non, parce que l'utilisation, aujourd'hui, la rotation, elle est encore plus rapide, je crois. C'est 18 mois, je crois. C'est 18 mois, tout à fait. C'est 18 mois, je sais que la rotation, c'est 18 mois. Ouais. Mais c'est pas pour autant que le téléphone ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus, oui, c'est ça. Alors après, il y a la notion d'obsolescence programmée, c'est sur les télés, par exemple. On dit qu'une télé, avant une bonne télé cathodique, ça pouvait durer voilà, longtemps. Maintenant, les durées de vie sont rétrécies. Et sur cette thématique d'obsolescence, effectivement, c'est intéressant, comme collègue Françoise Berthoud le proposait, d'utiliser le terme d'obsolescence systémique, parce que c'est tous les acteurs, finalement, sont responsables. Et puis c'est un peu consubstantiel du système, où pour même faire fonctionner l'économie, voilà, c'est bien de vendre plus de produits, donc c'est assez difficile, finalement, d'en sortir. Et donc, là, il y a une proposition de loi qui va être faite sur l'interdiction de l'obsolescence programmée, quand on voit d'où viennent les produits, que la Chine c'est le premier exportateur mondial de produits électroniques, ça va être assez difficile à mettre en place. Mais au moins je trouve que c'est encore bien. Une loi qui est d'une utilité. On en parle dans les non, je crois que ça peut être intéressant. On parlait tout à l'heure, on parlait de. Ça peut inciter à avoir des terminaux qui soient facilement réparables. C'est-à-dire qu'actuellement un smartphone, on ne peut pas vraiment on peut pas obligatoirement changer la batterie. Si l'écran est cassé ou rayé, fêlé, on ne peut pas changer l'écran. On peut très bien imaginer on peut quand même. Oui, on peut, mais bon, c'est pas tout le monde. Il faut être un peu geek. Non, il faut aller rue Montgalet. Oui, voilà, trouver ceux qui habitent dans le coin, mais voilà, on peut très bien imaginer pouvoir remplacer facilement la batterie d'un téléphone portable. La trouver aussi facilement. À pas avoir une batterie avec une référence qui fait qu'elle coûte super cher et que c'est compliqué à récupérer, pouvoir changer l'écran. Voilà, je crois que ça peut être la réparabilité. Quoi. Je crois que ça peut être des pistes. Mais vous avez un bon exemple aussi, on parle des téléphones portables, mais vous avez le phénomène des tablettes aujourd'hui, sur l'obsolescence programmée. Elles sont mises sur le marché pour durer combien de temps? Et pour être utilisées combien de temps? C'est la vraie question. Et on l'a depuis au moins 2-3 ans, facile, et elle marche très bien. On va passer à la question suivante. Là, on rentre plus dans l'environnemental. Une question de Luigi, les déchets électroniques, c'est quoi?
Alors oui, je veux bien répondre. Les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, ce sont en fait des équipements que l'utilisateur final a décidé en fait de ne plus utiliser. Donc ça ne veut pas dire forcément que ça ne marche plus, mais c'est simplement, voilà, on en change parce que peut-être c'est plus à la mode. Donc il y a différentes catégories là-dedans. C'est aussi bien même les frigos, que les téléphones portables, que les ordinateurs, que la chaise électrique de votre dentiste. Donc voilà, on en produit en gros 2 millions de tonnes en France. Et grâce à une directive européenne qui a été mise en œuvre en France en 2006, il y a une obligation de donc recycler et de collecter ces déchets. Mais on est encore loin de tout collecter, hein, puisqu'on est à moins de 30% aujourd'hui de ce qui est mis sur le marché qui est collecté, quoi. Donc c'est un vrai souci, hein, parce que ce sont des déchets qui sont toxiques en fait, donc qui sont dangereux. Il est interdit donc de les exporter. Mais on constate malheureusement qu'on en retrouve une partie trop importante dans les pays en développement, parce qu'évidemment, quand vous êtes un industriel, si vous voulez vous débarrasser de ces déchets électroniques, eh bien, ça coûte de l'argent. Donc, ensuite, il y a aussi le problème des filières un peu clandestines, des brokers qui s'emparent de ces déchets pour les envoyer, qui au Ghana, qui au Nigeria, en Chine, pour justement, sur place, ensuite récupérer de l'argent. Parce que sur un PC comme ça de fixe de 24 kg, vous pouvez en tirer 5 à 6 $. Donc, si vous pensez qu'il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour, bon, bah c'est un moyen de subsistance non négligeable là-bas. Et le problème, c'est qu'ils sont sur place, ils ne sont pas traités selon les règles de l'art. Donc ça pose des gros problèmes de santé publique et de destruction des systèmes environnementaux sur place, quoi. D'accord. Alors vous parlez, moi je le rapproche au métier, vous parlez du métier de ce qu'on fait. Par exemple, typiquement, on peut assister des entreprises sur comment justement mettre en place une vraie filière de traitement de leurs déchets. En fait, une société qui va renouveler son parc informatique va générer des déchets électroniques, y compris que ça peut être du mobile, du smartphone, du PC. Donc il faut cartographier tous les acteurs et tracer la totalité de la chaîne. Donc il y a vraiment tout un travail d'accompagnement de l'entreprise qui ne sait pas forcément faire ça. Et il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de métaux rares dans tous ces déchets électroniques. Il y a beaucoup d'or, d'argent, de cuivre. Et donc quand on a des gros volumes de déchets, potentiellement, il y a beaucoup. Et je sais que dans les déchets, les mines de D3E, la densité de ces métaux rares est plus importante que dans les mines d'or ou de cuivre ou d'argent, quoi. Donc en fait, c'est presque plus intéressant d'aller fouiller dans des déchets urbains que d'aller... Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les déchets urbains sont nos gisements de matières premières de demain. Voilà. Mines urbaines, oui. Je crois qu'il y a 5 fois plus d'or dans une tonne de téléphone portable que dans une tonne de minerai d'or. Oui, c'est ça. Donc ça vaut le coup de récupérer. Donc il y a des vraies opportunités. Alors j'ai juste une petite aparté sur un déchet électronique, un D3E auquel on ne pense pas. Donc D3E, c'est des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce sont les cartes à puce. Donc toutes ces cartes à puce, vous n'avez pas le droit de les mettre à la poubelle. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Vous êtes hors la loi si vous les mettez à la poubelle. Ils doivent être traités de manière réglementaire et suivre une filière bien particulière. D'accord. Et il y en a beaucoup. Alors, une question de Toto. Alors attention, c'est pour vous. Les opérateurs téléphoniques Orange, les premiers, donc le premier, ne cessent de nous envoyer de la pub pour acheter un nouveau portable. Alors je trouve ça un peu incohérent avec les propos de M. Vautier. À quoi sert le technocentre Orange? Alors il y a plusieurs questions. Bon, on vit quand même dans un monde de croissance, hein, donc France Télécom, comme les autres acteurs, bien obligé de vendre, de faire du chiffre d'affaires, de payer ses salariés. Donc on pousse à la consommation. Il y a des actions pour inciter les clients à changer de portable. Ça, je veux dire, tout le monde le fait, quoi. Je crois que c'est le modèle économique qui veut ça, quoi. Donc d'un autre côté, qu'est-ce que fait le technocentre? Eh bien, alors moi, comme vous m'avez présenté comme ça, je suis en charge d'éco-conception, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau projet de produit ou de service qui est en cours de réflexion côté technocentre, moi je travaille avec le chef de produit pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour réduire l'impact environnemental du produit. D'accord? Donc l'idée, c'est de travailler, ce que je disais tout à l'heure, sur toutes les phases du cycle de vie, de la fabrication à l'usage et sur la fin de vie. C'est-à-dire que travailler un peu sur la démontabilité, sur certains devices, pouvoir changer la batterie facilement, parce qu'on s'aperçoit que maintenant, sur des nouveaux produits, les batteries, elles sont collées. Elles sont collées. Donc là, bon, le fait de pouvoir mettre une batterie standard, ça fait partie des axes. Alors évidemment, c'est pas révolutionnaire, mais bon, c'est une politique de petits pas. C'est la discussion qu'on avait ce matin, quoi. C'est qu'on n'arrivera pas à changer comme ça tout au tout. Il faut, par des petites actions, réussir à changer les produits. Sur la fin de vie, comme je le disais, là, il y a beaucoup de métaux. L'idée, c'est que quand un produit arrive en fin de vie, c'est pouvoir le démonter facilement, séparer les coques en plastique
et que dans les coques, il n'y ait que du plastique, qu'on n'ait pas des inserts de métaux, différents types de plastique, parce qu'après, il faut recycler tout ça, et qu'on puisse récupérer la carte électronique pour qu'elle aussi puisse être broyée et suivre un Et process. quelles sont vos relations avec les constructeurs? Parce que je sais pas, avec Apple par exemple qui... Apple, je ne crois pas qu'il n'y a pas de relation sur ces sujets-là. Apple, les batteries sont collées, sont... Oui, c'est ça, voilà. c'est pour ça que je pense. Eux, c'est leur choix, hein. Mais je sais que nous, on essaie de travailler avec les industriels, nos fournisseurs, pour réduire tous ces impacts-là, quoi. Il y avait l'initiative, c'était l'exemple de l'étiquette. Alors, il y a l'étiquetage environnemental qui est fait sur tous les portables. Donc ça, c'est des questions qu'on envoie, des questionnaires qu'on envoie aux industriels pour chacun de leurs portables. Ils nous répondent et on croise les résultats pour s'assurer que il y a une certaine pour s'assurer de la fiabilité des résultats. Et après, on sort une note, quoi. Une note écologique de chaque portable. Chaque portable. Alors, une question de Tommy. Que faire pour réduire ces déchets électroniques, recycler ces appareils, sachant que vous nous disiez, grosso modo, le recyclage, pour l'instant, ça ne touchait que 30% des déchets. Voilà, Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter ce pourcentage? On peut réduire à la source la dangerosité, la toxicité des produits. On agit des deux côtés? Et on agit vraiment en ce moment ou finalement, compte tenu de la pression économique, tout ça reste très marginal? On peut augmenter la durée de vie de ces produits. C'est la première chose à faire, augmenter la durée de vie de son produit, ce qui limitera le Oui, mais si les gens ont envie de changer, vous ne pouvez pas les empêcher. Alors après, c'est un problème d'éducation. Après, ça sert un problème d'éducation. Il faut vraiment consommer, renouveler. Non, mais il faut agir en 3 niveaux. C'est-à-dire, si on peut augmenter la durée de vie, faisons-le. Après, on va mettre son déchet dans une filière homologuée. Donc, surtout à la décharge quand on est un particulier et puis quand on est un professionnel, s'adresser à la bonne filière et puis travailler sur l'éco-conception. Il faut travailler sur les 3 phases qui sont la fabrication, la conception, l'utilisation et le déchet. Et vous qui êtes des experts, est-ce qu'il y a à ces 3 stades-là, est-ce qu'il y a une prise de conscience des acteurs en général ou alors ils s'en foutent comme de leur premier smartphone? Au niveau des consommateurs, déjà, mais les gens ne le savent pas assez, il y a une loi, la directive D3E, qui interdit effectivement de jeter tout déchet électronique dans la poubelle et qui impose donc notamment aux distributeurs de reprendre votre ancien appareil quand vous en achetez un nouveau. Et ça, tout le monde ne le sait pas encore, hein, donc ils communiquent un peu dessus. Surtout si c'est une directive, ça touche quand même beaucoup de monde. Donc voilà, ça touche les 27 pays de l'Union européenne. Ouais, ça fait quand même plus de 300 millions de consommateurs. Voilà, et c'est comme ça qu'on collecte les 3/4 des déchets électroniques en France, avec ce principe 1 pour 1. Donc ensuite, si vous voulez avoir une démarche d'économie sociale et solidaire, pour soutenir par exemple une filiale d'Emmaüs qui s'appelle les Ateliers du Bocage, ou l'association Envie, il y en a plusieurs, qui récupèrent, vous pouvez donner votre vieil appareil électronique qui fonctionne encore, ou pas, et après ils peuvent le réparer, et ils le remettent dans le circuit en employant des gens qui sont en situation d'exclusion en fait, au marché du travail. Donc ça, c'est une démarche qui est faite aussi par des... C'est ce qu'on appelle la deuxième vie, là, du coup. Voilà, la donner une deuxième vie à son matériel, c'est vraiment fondamental. Si vraiment, vous me posiez la question, si vraiment on veut changer, on prend le choix de changer, mais au moins on donne une deuxième vie à son matériel qui fonctionne. Mais concrètement, quoi faire de son déchet, il faut voir, ça dépend de la mairie. Quoi. Donc ça, c'est chez les consommateurs. Alors chez les opérateurs, est-ce que vous sentez une oreille grandissante de vos collègues au sein d'Orange? Oui, moi ça fait presque 6 ans que je suis sur le sujet. Au début, c'était un petit peu difficile. Mais petit à petit, les oreilles sont là, on nous attend, on compte sur nous sur certaines actions. Bon, il faut savoir qu'on vit quand même dans des mondes contraints, on a beaucoup de choses. Quand on se veut sortir un nouveau produit, on a des contraintes de temps, on a des contraintes de prix, il y a des contraintes réglementaires, il y a la disponibilité des produits aussi, des fonctionnalités, des composants. Bon, si on veut sortir un nouveau décodeur, il faut qu'il soit compatible avec le nouveau codage qui sera disponible. Donc est-ce qu'on peut avoir tout ce qu'on veut en termes d'éco-conception, ça c'est pas gagné, donc il faut travailler, c'est vraiment un travail de longue haleine, quoi. Là c'est la politique des petits pas, mais on y arrivera, quoi. Il y a le présent d'avoir un interrupteur sur les box, il y a quelques années il n'y avait pas d'interrupteur sur les box, et puis maintenant il y en a. Alors pourquoi il n'y en avait pas? Parce que en fait tout le monde Internet et IP, ça a émergé dans les années 90, donc ça fait quelques années déjà maintenant, mais à l'époque le baril de pétrole il était à $10. Donc ça veut dire que c'était pas un sujet, l'énergie. Bon, moi j'étais jeune, mais on remplissait une voiture pour quelques... Ouais, je crois que c'était ça. Enfin, moi j'ai le sentiment que depuis 73, on n'arrête pas de râler sur le fait que l'essence est chère, mais oui, mais bon, moi j'avais le souvenir de 100 francs quand j'étais étudiant, je faisais le plein pour 15 €. Je faisais le plein pour 15 €, donc voilà, et puis on roulait, il n'y avait pas de problème. Et
Et donc on a conçu des architectures, des produits, sans prendre en compte ces contraintes énergétiques. On n'avait pas de mode basse consommation, il n'y avait pas de bouton on-off, parce que bon, on laissait allumer, voilà, c'est tout. Et puis bon, maintenant, le coût de l'énergie a augmenté, puis on s'aperçoit qu'on est parti sur des directions qui n'étaient pas obligatoirement les bonnes. Donc il faut changer petit à petit, et ça peut prendre du temps, parce que les composants, ils sont conçus, ont été conçus à la base sans prendre en compte ces modes basse consommation. Et donc après, il faut développer les modes basse consommation, ça prend du temps, il faut les intégrer dans d'autres produits. Après, il y a tous les services qui doivent prendre en compte ces contraintes mode basse consommation. Et donc la dernière composante, les constructeurs, est-ce que vous, opérateurs, vous avez suffi, donc vous nous expliquez que oui, la prise de conscience au sein des opérateurs est là, est-ce que vous êtes le rapport de force est suffisamment favorable par rapport aux constructeurs pour leur imposer des choses, ou alors est-ce que les constructeurs ont connu la même prise de conscience que vous, opérateurs? Ils sont exactement comme nous. Quand on leur demande de choses, ils les font. De toute façon, c'est nous qui sommes le client, donc ils répondent un peu à nos besoins, quoi. Voilà, donc si on leur demande d'avoir telle ou telle contrainte, ils y répondront. Mais alors après, il y a toujours ces délais de développement. Si on vous demande de développer un produit en uniquement quelques semaines ou quelques mois, vous allez à l'essentiel, vous n'allez pas prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire son empreinte environnementale. D'accord. Et le fait que vous fassiez une analyse de cycle de vie pour chaque nouveau produit, comme la Livebox, tu avais piloté là. Oui, alors voilà, c'est ce que je disais. On peut effectivement réduire l'empreinte environnementale d'un produit, mais c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps déjà d'évaluer les impacts environnementaux de produits équivalents qui sont sur le marché. Donc ça va prendre quelques semaines, voire même quelques mois. Ensuite, il faut regarder en termes de coûts, si on veut réduire l'impact environnemental dans tel domaine, est-ce que ça ne va pas générer un surcoût? Parce que si ça génère un surcoût, ce n'est pas très bon. Donc l'idéal, c'est que ça contribue aussi à faire baisser le coût. Donc quand on a trouvé un point d'accord, on l'implémente. Et voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même donner du temps au développement de tous ces produits-là. D'accord. Alors, une question sur laquelle il va falloir exercer votre esprit de synthèse. Une question de Mathilda. Avec quoi sont fabriqués nos téléphones portables? Alors, oui, bon, c'est expliqué dans le livre. Alors, je vous conseille de lire le livre. Donc, dans les téléphones portables, même s'ils sont petits, il y a plus de 60 métaux, par exemple. Donc, il y a de l'électronique. Pour donner une image, une petite puce électronique comme ça, d'1,6 cm², il faut 32 litres d'eau pour la fabriquer. 1 kg de combustible fossile. Alors, dans ces téléphones portables, quand tu le rappelais, il y a des métaux précieux qu'on peut récupérer, mais il y a aussi des métaux dangereux. Donc, alors, c'est en réduction parce que grâce à la directive européenne RoHS, on a interdit par exemple le plomb ou le mercure, mais il y a effectivement des choses qui ont de la valeur et des choses qui sont dangereuses. C'est la raison pour laquelle, quand vous en avez fini avec votre téléphone, il ne faut pas le jeter dans la poubelle. Il y a aussi évidemment du plastique et donc du verre, l'écran LED rétroéclairé. Donc il y a beaucoup de matière, et même si c'est petit ou léger, il faut penser que maintenant on a plus de 6 milliards de téléphones portables sur Terre. Donc si on multiplie par le nombre, ça fait une quantité de matière mais astronomique, quoi. Comparé à d'autres industries, est-ce que l'industrie des technologies de l'information dont on parle là, est-ce qu'elle est plus ou moins gourmande en ressources et plus ou moins irrespectueuse de l'environnement par rapport à des secteurs plus industriels? Je pense à l'automobile, à la sidérurgie. Il y a un chiffre qu'on connaît bien, c'est qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, elle est à peu près équivalente au secteur de l'aviation. D'accord. Donc secteur de l'aviation, de la construction aéronautique ou de l'ensemble du secteur transport compris? L'ensemble du secteur transport compris. Oui, mais c'est que, que la production, et c'est que sur un aspect, encore une fois, c'est monocritère, c'est-à-dire c'est que sur le CO2. Oui, non, mais après, le problème avec l'informatique, c'est que ce sont des produits qui sont très complexes. Donc quand vous faites l'analyse du cycle de vie d'un produit complexe, en fait, vous avez le sac à dos qui s'alourdit parce que vous allez aussi prendre en compte les impacts écologiques au niveau de la mine qui a extrait du dysprosium ou de l'or ou de l'argent. Donc tous ces impacts s'accumulant, finalement, même sur un tout petit produit, si vous calculez l'intensité matérielle, donc la consommation de matière par kilo de produit, par kilo de téléphone mobile, c'est beaucoup plus élevé que pour une voiture ou un frigidaire. Mais à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'études qui comparent industrie par industrie. Simplement, il faut avoir une des choses, un des problèmes, c'est que ces impacts, effectivement, sont cachés. Parce que quand on utilise son ordinateur, on n'imagine pas qu'on utilise de l'énergie nucléaire, ou même quand on fait une recherche sur Google, qu'on est sur des serveurs qui sont en Chine, donc qui consomment du charbon. Donc c'est caché, quoi. Donc, alors que quand on conduit sa voiture, on peut se dire, ah oui, bah ça y est, par kilomètre, je rejette 100 ou 200 grammes de CO2. C'est pour ça qu'avec ce livre, on essayait vraiment de rendre visibles les impacts un petit peu cachés.
Et en même temps, en plus, c'est un secteur, du coup, les technologies, les TIC en forte croissance, Oui. Voilà. puisqu'en forte démultiplication. Les déchets électroniques dont on parlait tout à l'heure, c'est la catégorie de déchets qui connaît le plus fort taux de La plus forte croissance. croissance, d'accord. Alors, question de Billy auquel on a répondu, mais vous avez répété le chiffre. C'est vrai qu'il y a de l'or dans les téléphones portables. C'était intéressant la comparaison de minerais. Donc par tonne de téléphone portable usagé, oui, il y a entre 5 et 6 fois plus d'or que dans une tonne de minerais. Et en d'or. valeur absolue, ça correspond à combien En quantité, je regarde, il y a tellement de données, c'est tellement riche ce livre que je ne connais pas par cœur, je suis désolé. Et sur une tonne, oui. Enfin, j'imagine que c'est pas non plus. Non, c'est Ah, c'est quand même ça. C'est des 100 grammes en temps, ouais. 100 grammes, Ça se compte oui, en 100 grammes, 100 ouais. grammes. Non, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, Oui. bien sûr. On regardera, on vous précisera. On n'a pas prévu l'appel à un ami. Excellent. Donc, Voilà, Joker. Alors, Bibou nous demande, faire un téléphone portable, ça coûte cher à l'environnement. Est-ce que ça pourrait être plus écolo? On y a répondu un petit peu. Bah, faut augmenter sa durée de vie. En fait. Ouais. Voilà. Et le fait d'avoir, L'éco, peut-être pour ce qu'on peut faire les autorités, c'est peut-être imposer des degrés de garantie de 10 ans par exemple. Comme ça les constructeurs sont poussés à faire Mais en des fait, choses. sur un téléphone portable, si on multiplie par 2 sa durée de vie, c'est-à-dire qu'on le change au bout de 36 mois au lieu de 18 mois, on divise par 2 son impact environnemental. Pourquoi? Parce que si au bout de 18 mois vous le changez, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fabrique un nouveau téléphone pour les 18 mois suivants. Donc en gros, on multiplie par 2 l'impact environnemental. C'est-à-dire que si vous le gardez, on divise par 2 par rapport au... Voilà. Une question qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure, on peut peut-être s'y attarder un petit peu, de Ousme. Comment assurer une deuxième vie à son portable? Vous parliez d'Emmaüs tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui est marginal ou est-ce que c'est quelque chose qui peut prendre de l'importance? Non, c'est- Bah, c'est- Ouais, bah, si vous ramenez votre téléphone portable dans une agence d'opérateurs, comme Orange par exemple, eh bien, le téléphone sera reconditionné et éventuellement revendu en France ou dans d'autres pays. Voilà, systématiquement. non, ça marche très bien. Il y a des sites sur Internet qui le proposent. Oui, Voilà. aussi. Ouais. Voilà. On a une start-up, une entreprise qui a été incubée à la Télécom École de Management, un ancien étudiant qui s'appelle Monextel Monextel, et oui, qui ça, recycle les téléphones, qui en plus bénéficie à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que le produit des téléphones en fait sert à financer des actions de réinsertion. Et vous avez Donc il y a la- différentes manières de s'en débarrasser, quoi. On peut donner ça au secteur marchand ou alors aussi au secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est un geste vraiment. Mais Orange travaille, d'autres opérateurs aussi travaillent avec les ateliers du bocage pour tout ce qui est remise en état des téléphones portables. D'accord. Et vous avez la filière Ordi 2.0 qui a été labellisée par le gouvernement, où il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui reprennent votre matériel pour lui donner une deuxième vie. Voilà. Donc avoir ces réflexes-là, voilà, Ordi 2.0, Ouais. avoir des réflexes. Il faut, Ça c'est important d'en parler parce qu'il y a Ouais. que je crois 3% des téléphones portables Oui, qui c'est sont ça. recyclés, quoi. Oui, Les tout restes, à fait. les autres qui restent il reste dans les tiroirs. c'est Voilà. dommage. C'est dommage. Ouais. Dommage. En plus, il y a une économie de coût qui est certaine pour si on réutilise du matériel Bien sûr. existant. Bien sûr, et c'est Qui est- y compris pour récupérer les métaux, parce que si vous prenez l'or, par exemple, c'est le métal qui génère le plus d'émissions de CO2 à l'extraction. Donc, Ah oui, si on d'accord. peut le récupérer dans les mines Ouais, urbaines, bien sûr. Question de Thibault, les déchets électroniques sont-ils dangereux pour la santé? Très déchets. Pas. ce sont des déchets dangereux, tout à fait. Donc, si vous prenez par exemple les ordinateurs, les écrans cathodiques qu'on trouve maintenant dans les décharges en Chine et en Afrique, il y a du plomb dedans. Donc, plomb, ça veut dire saturnisme, pollution des sols. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études dans le livre, il y a notamment sur la partie fin de vie, beaucoup d'études de collègues chinois notamment, qui analysent l'impact sur la santé des populations. Et on voit, par exemple, il y a une étude sur la concentration en dérivés chlorés, qui est un polluant qui dérive de l'exploitation des déchets électroniques, la concentration dans le lait maternel est 2 fois plus importante que dans des populations qui sont éloignées de ces sites de recyclage. Donc on sait que les polluants de nos ordinateurs et des déchets électroniques arrivent dans les... Ouais. En fait, ces polluants, si on ne leur fait pas suivre un process industriel, Oui. c'est pas polluant. Si vous avez une cafetière qui traîne dans un coin, Oui, dans oui. votre garage, elle ne va pas polluer, Oui, les c'est gars. ça. C'est si on la laisse par terre, Voilà. en Chine et autres. Alors, des charges sauvages, forcément, sauvages, ça va, c'est ça, ça va c'est comme ça que c'est polluer, dangereux. Voilà, ça va polluer l'écosystème. d'où l'importance de bien vérifier son recycler, déchet dans les etc. filières officielles, quoi. Sinon, Éviter de l'enterrer. Alors là, on attaque le lourd. Là, hein. Une question de Jean-Baptiste Baers, qui est enseignant-chercheur à l'EME. Que pensez-vous des avancées de la nouvelle directive européenne sur les D3E,
équipement électronique et électrique et électronique, c'est ça? Ouais, je suis content, j'ai retenu. La directive, il nous donne les références de la directive du 4 juillet 2012, notamment concernant les efforts d'éco-conception, les objectifs de collecte et de traitement des DEE. Alors, la directive du 4 juillet 2012. Donc c'est une directive effectivement qui était sortie en 2002 et donc là elle était mise à jour. Donc l'objectif c'était, un des objectifs de cette directive c'était de favoriser effectivement l'éco-conception. Je crois qu'au niveau des industriels ça n'a pas été un grand succès. Donc il y a des objectifs, la directive par exemple en termes de collecte, on veut essayer d'accroître le taux de collecte, je crois. Aujourd'hui, on en est donc à 30% en France, je crois qu'ils veulent le monter à 60%. Donc là, en France, il y a des éco-organismes, ce qu'on appelle des éco-organismes, il y en a 4 qui sont chargés d'augmenter la collecte. Et c'est vraiment un travail quotidien pour eux d'essayer d'aller chercher justement ces gisements. Quoi, parce que le Comment il s'appelle celui qui est touché par... Enfin, qui s'attaque au problème des D3E? Donc les éco-organismes, il y en a 4. Vous avez, pour les D3E, il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a un qui est spécialisé dans les lampes, donc c'est Recilum, dans les lampes à basse consommation, pas incandescence, parce qu'incandescence, on peut les jeter dans la poubelle, c'est pas intéressant de les recycler. Et 3 autres, donc écosystème, écologique et ERP. Donc ce sont des associations loi 1901 qui sont agréées pour justement collecter les... C'est le modèle d'éco-emballage pour ce qui est... Tout à fait, voilà. C'est la même chose. Donc au niveau des industriels, je sais pas, tu peux répondre, est-ce que ça a eu un impact en termes d'éco-conception? 2012, je ne suis pas trop pas courant. La récente, mais la précédente. Non mais bon, l'idée c'est que ce qui est derrière, c'est de faciliter tout ce qui est séparation des différents constituants du produit, quoi. Voilà, c'est pour séparer le plastique facilement, le métal, voilà, c'est éviter les inserts. C'est ça, quoi. Parce que quand vous recevez une coque en plastique, si elle est homogène, sur qu'un seul constituant, on peut la réutiliser assez facilement. Mais si dedans il y a du bois, des inserts métalliques, de la peinture, des vernis, c'est moins facile. L'idée c'est un peu ça, quoi. Là, c'est trop récent, c'est vrai, pour avoir du recul, mais de toute façon, dans les entreprises, quand c'est la loi, voilà, c'est comme ça. On s'y plie. Alors, une question de Norbert. Qui sont vos clients à Evernity? Donc, on en parlait un peu tout à l'heure. Et quelles sont les entreprises françaises les plus innovantes en termes d'éco-conception? Puisque vous êtes un observateur avisé du tissu économique. Alors, nous, Evernity, on travaille beaucoup avec le secteur public. Donc, on a des hôpitaux, on a des collectivités, genre conseils régionaux ou conseils généraux, qui effectivement ont envie d'enclencher, avec des directeurs de systèmes d'information, qui ont envie d'enclencher une dynamique d'éco-responsabilité dans leur système d'information, en parallèle de la politique publique de développement durable de leur établissement. Donc ça, on a beaucoup de collectivités qui sont effectivement nos clients. Et on a des groupes privés sur d'autres aspects, comme le carbone, par exemple, avec des entreprises, des grandes entreprises qui souhaitent enclencher une dynamique de développement durable et qui vont l'accélérer par l'indicateur carbone, bien souvent, parce que c'est assez parlant. Les gens commencent à comprendre bilan carbone, CO2, c'est important. Donc ça, ce sont des clients qui avancent beaucoup dans ce sujet-là. La deuxième question qui était autour de l'éco-conception. Les entreprises les plus innovantes. Les plus innovantes en éco-conception. Il faut savoir qu'un processus d'éco-conception, c'est assez long et c'est coûteux. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et j'ai d'ailleurs du mal à répondre, donc je pense qu'elles ne doivent pas être nombreuses. Il faut chercher effectivement innovantes en éco-conception. Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Il y a par exemple, la FUMA, fabricants d'équipements de sport, je sais qu'ils sont assez actifs sur le sujet, quoi. Ils développent des sacs à dos qui peuvent être qui ont une fin de vie assez facile, qui peuvent se démonter assez facilement ou même pouvoir remplacer des pièces facilement. La réparabilité, ça fait partie des bases de l'éco-conception, quoi. En informatique, il y a quelques niches aussi. Oui, alors moi je connaissais une petite boîte française qui s'appelait Meta IT. Oui, il y a Meta IT dans le sud-ouest qui faisait des fabrique géniaux. Super. Il y a un PC qui est vraiment adapté, qui est réfléchi, qui est une garantie 7 ans et qui répond à un besoin. Voilà, conçu en France.
Cela dit, Ouais. la question est un peu... Elle est très large. L'éco-conception en France, Moi, je hélas, connais, il y j'ai en a une plus trop, entreprise. beaucoup. Mais tout, à mon avis, Ça peut être le médical aussi. Je connais une entreprise comme Maquet. Ils sont très spécifiques. Ils ont eu des chantiers d'éco-conception. Donc, je crois qu'il y a. On ne peut pas généraliser. Il y a des initiatives nombreuses dans tous les secteurs Voilà, qui c'est ça, utilisent des ouais. technologies. D'accord. Il faut regarder peut-être le pôle éco-conception Donc ça- à Saint-Etienne, là où Ouais, il y a des, ouais. Oui, ouais, faut le faire. des PME. Alors, question suivante d'ACV Éco-Conception. Bonjour, avez-vous une réflexion sur l'économie circulaire dans vos projets d'éco-conception? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Bah, on en parlait tout à l'heure. Donc Sauf que les gens n'étaient pas là, on en parlait entre nous. Nous sommes vraiment transparents. Donc en fait, l'idée, c'est de boucler les flux de matière, en fait, donc de réutiliser effectivement tous les matériaux, donc que rien ne soit jeté, incinéré par exemple, que tout soit réutilisable, y compris, enfin, y compris pour d'autres usages, quoi. Donc l'exemple que je donnais, ça c'est la théorie de la conception du berceau au berceau, cradle to cradle. C'était celui de la chaussure, donc qui serait conçue de manière comme ça, circulaire. C'est que lorsque je marche sur l'herbe, effectivement, ma semelle fertilise le sol. Donc ça, c'est pour un produit. Mais sinon, l'économie circulaire, elle est aussi beaucoup utilisée au niveau d'une entreprise déjà. Un exemple, le siège d'Ericsson en Suède, ils utilisent l'énergie des data centers pour chauffer les bâtiments. D'accord. Pour ce qui est l'aspect énergétique, c'est un exemple. Après, vous avez aussi, c'est mis en œuvre au niveau des parcs industriels, où les déchets de certaines entreprises sont utilisés par d'autres comme un Danemark, tronc. C'est le fameux parc Kalundborg. Et puis, vous avez aussi cette démarche qui peut être mise même mise en œuvre au niveau d'une ville ou d'un pays. Mais c'est l'idée qu'effectivement, que les matières sont réutilisées. Ce qu'on disait pour l'or, par exemple, quand vous récupérez de l'or, Umicore, qui est spécialiste des traitements de métaux précieux, il récupère de l'or à 99,99% de pureté. Ce n'est pas le cas de tous les métaux, mais au moins pour l'or, on peut le faire, En fait, le réutiliser. Quelque part derrière ça, il y a l'idée de supprimer la phase d'extraction de matières Voilà. premières, complètement. Parce que dans la chaîne de fabrication, vous avez l'extraction, la fabrication, l'utilisation, la fin de vie. L'idée, c'est de passer de la fin de vie à la refabrication derrière et de ne perdre aucun matériel après sa fin de vie. Mais après, Rien d'aller rechercher. Oui, il y a des grosses limites à cette approche. C'est que Forcément. déjà, c'est pas toujours facile le parc Kalundborg là, de l'exporter dans d'autres contextes. Et puis, on raisonne à besoin constant, quoi, finalement. C'est l'idée. On peut continuer comme avant, alors qu'un des gros axes, c'est effectivement d'essayer peut-être de progresser un petit peu quand même. Vers un peu plus de sobriété. il y a un exemple connu, c'est des polaires qui sont faites à partir de déchets de bouteilles plastiques. Oui, Ah oui, Tout à fait. C'est un très bon Voilà. exemple. On peut aussi L'économie circulaire. Puis il y a les bouteilles en verre. Quand vous mettez votre bouteille dans un container, l'idée c'est que ça repart faire une bouteille par la suite. L'idée, c'est ça, quoi. Alors, une question de Mire. Est-ce que les labels sont fiables? On n'en a pas encore parlé des labels. Il y en a vraiment. Oui, il y en a dans le domaine aussi donc, de l'informatique. Aujourd'hui, même le groupement d'achat public utilise ces labels pour indiquer par exemple qu'il y a une consommation d'énergie qui est minimisée. Donc il y en a beaucoup dans tous les domaines. Donc la fiabilité, après, ce sont des organismes indépendants. Donc il faut faire attention à ce qu'ils soient effectivement officiels, parce que le piège parfois c'est un peu les enjeux du greenwashing, de l'éco-blanchiment, que l'entreprise invente son label. Vous avez plusieurs types de labels. Il y a les labels officiels reconnus par les gouvernements ou autres. Vous avez les labels de type 2 qui sont plutôt des labels promus par des consortiums ou autres. Et après vous avez la personne qui va autoproclamer j'ai un label. Voilà. Donc dans tout ça, il faut faire le tri. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une connaissance des labels avant de dire qu'un label est fiable. Il y en a qui sont tout à fait fiables, ils sont fiables, mais il faut connaître. Voilà. Il faut connaître et pas aller, pas croire qu'on vous dit. Donc, par exemple, si on veut acheter une imprimante, on sait très bien qu'il faut regarder les labels TCO. Si on veut acheter un ordinateur, on va se focaliser sur les labels IPIT. Donc il faut connaître parfaitement ces labels et pas dire, tiens, celui-là, il a mis, moi je suis Power Saver, donc c'est un label, je prends. D'accord. Et ça, c'est valable pour les particuliers ou c'est quand même quelque chose qui est très très lié aux grands achats? Non, pour les particuliers aussi, vous pouvez. Vous allez à la FNAC, quand vous achetez un matériel, il doit être Energy Star à minima. Voilà, il y a le label qui apparaît sur petit ordinateur. Okay. C'est un des premiers labels à connaître pour réduire sa consommation énergétique, par exemple. Très bien. Alors, à nouveau, une question un peu vraiment qui va au fond des choses, une question de Jean-Baptiste Baers, qui est enseignant-chercheur à l'EME. Est-ce que les étudiants sont plus ou moins sensibles à l'utilisation éco-citoyenne des équipements informatiques et au tri des déchets, de ces déchets?
Existe-t-il des différences entre pays européens? Et il met entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi, en Italie notamment. En Italie, je ne sais pas, mais... Donc est-ce que vous sentez les étudiants sensibles à ça? Oui, moi, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés, qui prennent les cours. On essaie de créer des cours sur le sujet, autour de ce livre notamment. Et la manière de mesurer cela, au-delà de mon propre institut, c'est de voir le nombre de masters et de formations spécialisées sur le sujet, que ce soit sur l'éco-conception ou de manière plus large sur la RSE, sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc à l'étranger, je sais qu'il y a aussi des formations. J'aurais tendance à penser qu'on est plutôt en retard en France. On a toujours tendance à penser qu'on est en retard en France, c'est une maladie française. On est toujours en retard en France, alors que les Danois, les Suédois sont formidables. Ça donne un objectif. Mais en Italie, je ne sais pas. Ouais, je ne les sens pas très en avance non plus, mais bon, je peux me tromper. Mais il y a une sensibilité, certes, grandissante, et même une volonté de travailler dans des secteurs qui prennent en compte ces enjeux sociétaux et notamment écologiques. Donc, là, et en retour de ça, il y a des formations, il y a des écoles qui commencent à proposer des formations sur ces sujets-là, l'impact écologique des TIC, quoi, dans un cursus d'ingénieur informatique. Oui, c'est donc s'il y a des une manière de diffuser. S'il y a des écoles qui commencent à proposer ce type de cursus, ça veut dire qu'en face, il y a une demande. L'enjeu, c'est plutôt essayer effectivement d'intégrer cela dans les cursus existants. Quoi. Voilà, pour que ce soit présent dans l'état d'esprit de tous les ingénieurs. Voilà. Question d'Achille. Bonjour, ce sujet m'intéresse beaucoup. Vos métiers ont l'air passionnants. J'aurais voulu savoir quelle formation il fallait faire pour travailler dans ce domaine. Plus tard, je suis étudiant en terminale S. Déjà, il est en S. Il y a pas mal de voies dans le domaine de l'éco-conception. On peut faire une école d'ingénieur et après faire un master spécialisé dans le domaine. Mais après, il y a des parcours. Enfin, le tien, Jean, qui s'est construit. Racontez-nous alors. Non, moi je veux pas. Moi, je suis un ancien directeur informatique et puis, quand j'ai démarré à travailler sur ces sujets-là il y a 5 ans, je suis allé me former auprès des quelques spécialistes. Et je me suis inscrit au groupe EcoInfo que j'ai rencontré, et j'ai travaillé avec eux et on a créé nos propres modèles. Bon, j'ai un parcours un peu atypique. C'est vrai que c'est comme ça qu'est né Evernity, en voulant rajouter une composante environnementale à l'informatique, pour donner un petit peu de sens à tout ça. C'est ce que recherchent les jeunes, c'est du sens à ce qu'ils font maintenant. Pour ce monsieur, pour ce cas particulier... je vais faire quelque chose aussi, mais... pour cet étudiant qui va aller, moi je lui conseillerais effectivement, soit s'il veut faire de l'informatique, il va faire de l'informatique et progressivement... Il va chercher, il va y avoir des écoles sur le marché, j'en connais une à Nantes, il y en aura certainement à Orléans, il y en a à Strasbourg. Il va y avoir des écoles qui proposent une option Green IT ou une matérialité des TIC dans leur cursus d'ingénieur. Voilà. Donc ça interviendra en bac plus 3, 4. Bien, ce sera, il y en aura partout. Voilà, d'ici, je pense que là il est en bac, progressivement qu'il soit attentif, les formations vont apparaître. Et après il peut faire en complément un master de développement durable par exemple. Alors, une question de Vivi. Les nouvelles technologies qui permettent de réduire les coûts de déplacement ne sont-elles pas un moyen de protéger l'environnement? Voilà une question qui est bonne. C'est-à-dire, au-delà de l'éco-conception des produits, est-ce que, par définition aussi, puisqu'on calcule ces impacts et qu'on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué de les calculer, on remonte à la mine d'un côté, mais est-ce qu'en aval, on se dit, oui, mais par exemple, là, on parle à des gens qui, s'ils étaient venus dans une salle à l'école, auraient... brûler consommer du CO2, etc. Donc effectivement, on sauve la planète, là on s'en rend pas compte, mais... Donc est-ce que c'est une... voilà, la question est bonne. Est-ce que vous pensez que l'usage globalement des technologies de l'information est quelque chose de salutaire? Oui, je pense que c'est un des gros avantages de cette technologie. Si on veut parler des impacts positifs, disons, c'est la capacité effectivement de collecter, de traiter l'information et de la diffuser. Surtout aujourd'hui, on s'informe de plus en plus par l'intermédiaire des technologies numériques. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire sur la mise en forme des informations. Tu donnais l'exemple, peut-être en parler, de celui à New York, comment rendre visible justement la production de CO2. Il y a un site web, je crois que ça s'appelle CO2 Visual, quelque chose comme ça, qui montre, c'est une photo en 3D de Manhattan, et qui montre au fil du temps le volume de CO2 émis par les New-Yorkais. Et je crois que je ne sais plus si c'est en fin de journée ou à la fin du mois ou en fin d'année, mais en fait tout Manhattan est recouvert sous des bulles de CO2, quoi. Ce qui montre en gros que
les déplacements, les modes de vie sont très impactants. Alors effectivement, avec tout ce qui est TIC, on peut imaginer limiter les déplacements. Mais après, il faut faire très attention dans les déplacements, parce qu'effectivement, on peut peut-être acheter sur Internet, je ne sais pas moi, un produit pour éviter de se déplacer, mais si après on décide d'aller en vacances au Brésil, in fine, je ne sais pas si... L'effet rebond, je ne sais pas... Voilà. Alors c'est vrai que, moi, si j'ai envie de dire quelque chose, la dématérialisation, oui, on pourrait penser que c'est bénéfique. Voilà. Effectivement, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut être à 5000 km et transporter une donnée et la voir, on n'a pas besoin de se déplacer, donc c'est extraordinaire. Donc oui, faire une conférence comme ça évite de déplacer tout le monde, donc on devrait moins dépenser de CO2. On en est tous à peu près conscients. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion de mesure, et au bout d'un moment, il faut mesurer pour prouver tout ça. Voilà. Parce que bien souvent, c'est des idées reçues en disant on fait de la visioconférence, on fait du web conferencing, on fait ci, on fait ça. Du coup, on rajoute plein de technologies, mais au final, dans la balance, il faut bien compter. Donc c'est ça qu'il faudra faire attention. Ouais. Oui, les TIC contribuent à la réduction des déplacements, forcément. Et c'est a priori bénéfique, mais il faut quand même mesurer et s'assurer que c'est réel. On présente quelques résultats d'analyse comparative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes ces informations aujourd'hui, mais il y a une sorte de schizophrénie dans le sens où après, on sait que nos usages de consommation des impacts, mais ce n'est pas pour autant qu'on change nos comportements. Voilà, ça le problème, il est là aussi dans Je vais les vous donner comportements. un bon exemple, un exemple concret, ça peut être parlant pour tout le monde. Les politiques publiques ont enclenché d'énormes chantiers de dématérialisation, que ce soit les impôts, que ce soit tout ce que vous voulez. Donc, la collectivité a de moins en moins de papier, zéro papier. Donc, vous êtes dans une collectivité, ils vous disent on a supprimé tout le papier, d'accord. Mais à côté de ça, maintenant, tout le monde a 2 écrans 17 pouces parce que tout est à regarder à l'écran. Donc, vous avez multiplié par 2 votre fourniture de matériel électronique. Donc, à la fin, il faut compter. Et alors, le bilan, à votre avis, il est positif ou négatif? Il n'est pas obligatoirement positif. Il n'est pas obligatoirement positif. Voilà. C'est déprimant ce que vous nous dites là parce que Non, c'est pas. C'est souvent ce qu'on nous dit, c'est jamais déprimant. Il faut savoir. Il faut être informé. Il faut être informé et après agir en conséquence de cause, parce que peut-être qu'au lieu d'acheter 2 écrans à 17 pouces, achetons 2 à 15 pouces ou 1 à 19, nous trouvons la bonne solution. Mesurons et trouvons la bonne solution. Par contre, pour la question papier versus électronique, là, il y a des analyses comparatives qui ont été faites sur est-ce qu'il vaut mieux stocker 500 pages de documents, d'informations sur du papier ou alors sur une clé USB. Donc là, il y a une étude qui a été faite, mais ça dépend qui fait l'étude, quoi. Mais je crois que si c'est l'industrie papetière ou si c'est le fabricant de la clé USB. Je crois que c'était un peu l'enjeu du bouquin aussi, de dire oui, les TIC, c'est super, ça va nous aider pour l'environnement. Mais attention, c'est pas immatériel. Il y a aussi un impact. Donc, il faut faire la balance des deux. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de solution magique. Et donc là, on trouve magique, des éléments de réponse, des études et des chiffres. Et ce sur quoi on insiste aussi, c'est qu'il faut effectivement que le consommateur soit informé un minimum des méthodes utilisées, quoi, et pour pas croire un petit peu tout. Aujourd'hui, donc la méthode la plus fiable, c'est l'analyse de cycle de vie, qui est faite selon les règles de l'art, c'est-à-dire il y a une norme internationale, ISO 14040, donc ça n'existait pas, cette norme il y a 10 ans, c'était un peu fait n'importe comment. Donc il faut que les gens sachent un petit peu interpréter les chiffres qu'on leur donne. Parce que Apple, par exemple, ils sont très bons pour diffuser, pour dire qu'ils font plein d'efforts sur leurs impacts et tout, mais on ne sait pas trop comment ils font leurs calculs, ils communiquent que sur le CO2, sur le transport. Donc il faut faire très attention à la notion d'effet rebond. Aussi, parce que l'idée, l'effet rebond, c'est que vous pouvez prendre une nouvelle technologie qui, soi-disant, vous fait faire des économies, mais in fine, comme ça vous fait faire des économies, vous l'utilisez 2-3 fois plus. Et donc, au final, voilà. L'exemple donné, c'est la petite voiture. On dit, je vais m'acheter une petite voiture qui va consommer peu, et comme elle consomme peu, vous l'utilisez beaucoup plus souvent, parce que quand vous faites votre plein, ça ne vous coûte pas très cher. Et au total, au final, on s'aperçoit que c'est peut-être pire que d'avoir une grosse voiture qu'on utilisait peu. Ouais, c'est pas très optimiste, je sais. Oui, c'est vraiment déprimant votre truc. Non, c'est pas déprimant, mais il faut le savoir. La face cachée de non, mais il ne faut pas s'imaginer que la fée matérialité. Il y a des solutions aussi. Oui, il y a des solutions. C'est pour ça qu'on est là, pour en parler justement avec des industriels. Non, je crois que ce qu'il faut, c'est regarder, c'est la notion de comportement de chacun. Et je dirais que, alors même je vais vous répondre, c'est pas déprimant, parce que quand vous intervenez dans une entreprise et que vous parlez de ça, les gens sont passionnés. Ah oui, ça j'en doute pas. Ils sont passionnés et ça leur... Ils croient bien faire et ils font n'importe quoi. Non, du coup, je savais pas, je veux savoir, et puis ce serait bien si tout le monde sait. Non, puis il y a ce que vous dites aussi qui est terrible, et qui est, je pense, assez vrai, c'est qui fait l'étude, quoi. C'est ça aussi. Ah bah oui, mais ça c'est terrible, parce qu'il y a la fausse objectivité
de la fausse science, c'est clair. qui se mêle à la vraie objectivité des vraies études, comme celle-ci. Donc voilà, c'est compliqué, quoi. Et là, ce qui est difficile, c'est que les analyses de cycle de vie, c'est une méthodologie qui est très complexe, quoi. Bien Donc sûr. on ne peut pas demander aux Oui, citoyens, tout à fait. de consommateurs lambda, de savoir comment ça se passe. Mais au moins, que les industriels communiquent sur le fait qu'ils ont fait l'ACV d'après les règles de l'art. Toutes ces méthodes sont complémentaires. Il y a la CV, il y a les calculs énergétiques, les calculs carbone. Bilan carbone. Voilà, il y a plusieurs outils qui nous permettent de voir l'impact et de choisir celui qui a le moins d'impact. Alors, une question à nouveau d'un étudiant de l'école, de Thibaut Driffort. Bonjour, dans quelle mesure des TIC éco-conçus participeraient-elles à un développement durable ? Entre parenthèses, j'insiste sur le conditionnel car aujourd'hui, je perçois plus l'éco-conception comme un outil marketing que comme un réel outil qui participerait au développement durable. Merci, j'attends ce débat avec impatience. Cela dit, les deux ne sont pas incompatibles. Non, Le c'est un marketing élément. est pas forcément un truc absolument horrible qui gaspille du CO2 à tour de bras. Non. Oui. Il utilise le terme de développement durable. Donc le développement durable, c'est un objectif politique qui vise à concilier des enjeux économiques, sociétaux, réduction des inégalités et environnementaux écologiques. Donc quand on fait de l'éco-conception, on fait quoi? On essaye de vendre un produit qui ait un moindre impact environnemental. Mais pour reformuler la question de ça- l'étudiant, est-ce qu'il n'y a pas un cercle vertueux, plutôt que de voir toujours les choses sous l'aspect négatif, est-ce qu'il n'y a pas un cercle vertueux à se dire, si l'éco-conception devient un argument de vente, un argument marketing, est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vertueux, justement? Oui, c'est ce que C'est une j'allais- approche très anglo-saxonne de l'environnement, moins culpabilisante qu'une certaine approche parfois un peu française, Latine. voire latine, qui est très castratrice et sévère et punitive. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez valider ou pas? Je crois qu'il y a l'éco-conception du produit, mais aussi ce qu'en fait aussi l'usager, quoi. Parce que si vous achetez soi-disant un téléphone éco-conçu, mais si vous le gardez 18 mois, ça n'a pas de sens, quoi. Ce qu'il faut, c'est prendre un produit éco-conçu, augmenter la durée de vie, s'assurer que la fin de vie. Je crois ça nécessite l'implication quand même de la personne, du consommateur, quoi. Et puis même, je vais répondre, c'est vu la complexité pour faire un ACV, donc la volonté de faire l'analyse du cycle de vie, D'accord, oui. faire un ACV d'un produit, la complexité et le coût. Celui qui fait ça, c'est pas uniquement pour un plus marketing. C'est parce qu'il y a aussi une conviction derrière. Là, oui, il y a un plus marketing et une conviction derrière. Donc en général, c'est déjà une entreprise qui a déjà fait de grands pas en développement durable. Voilà. Ouais, nous, on a une Pour équipe, moi, c'est clairement oui, une garantie que c'est une entreprise qui est engagée dans quelque chose de sérieux en termes de développement durable. D'accord. Voilà, je peux vous le dans mes formations, j'utilise un cas, c'est sur des peintures. Une peinture, ils ont fait une analyse de cycle de vie avec un grand laboratoire sur un pot de peinture. Bon, ils ne l'ont pas fait par hasard, quoi. Parce qu'on voit le résultat, on sent qu'il y a du travail derrière, de la conviction. Mais j'insiste un peu lourdement, mais si on se fait de ça un argument commercial, est-ce que vous trouvez ça juste ou pas juste? Tout dépend de ce qu'il y a derrière. Hein. Oui, derrière, puis oui. Oui, je trouve ça. Je sais que nous, de notre côté, on a bien décidé sûr, oui. de communiquer là-dessus uniquement sur les produits qui sont vraiment éco-conçus. Voilà, pour pas que ce soit du greenwashing. Voilà. D'accord, Et je me souviens d'avoir d'accord. discuté avec un stagiaire il n'y a pas longtemps C'est bien, il faut le dire. qui voulait faire un... Oui, voilà. Voilà, il parlait que de l'emballage. Il dit, ouais, on faut peut le peut-être dire. faire un emballage qui soit éco-conçu et puis communiquer là-dessus. Mais je lui ai dit, mais fais attention parce que l'emballage, ça ne représente qu'1% des impacts. Si à l'intérieur, tu as un gros 4x4 qui consomme plein, ça n'a pas de sens, quoi. Il faut vraiment voir le produit dans sa globalité, quoi. Faut faire très attention. C'est important que le citoyen et consommateur soient effectivement sensibilisés à ces enjeux et aux méthodes d'évaluation des impacts. Parce que sinon, par exemple, au sein du management d'Orange, même si vous n'êtes pas forcément dans le secret des dieux, est-ce que c'est une direction qui est stratégique? Oui. Et stratégique, Oui, y compris au niveau concurrentiel, au niveau Tout à fait, développement oui. de l'entreprise, dans ses objectifs classiques de Voilà, rentabilité. L'éco-conception, donc la réduction des impacts environnementaux, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on vit quand même dans un monde très contraint, il y a la concurrence, il y a les délais de développement, donc quand il faut faire vite, on ne peut peut-être pas, parce que comme le disait Jean, faire une ACV, une analyse de cycle Ça de vie. prend un temps fou et ça coûte beaucoup d'argent. ça coûte très cher. Voilà, donc Donc il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir, Et ça c'est- rentre dans une démarche totale, légitime de développement durable. Alors, C'est une question Faut le faire. tiroir, un peu parapluie, je ne sais pas comment on dit, de Moreau, qui va nous permettre en plus d'embrayer sur la conclusion, parce que ça touche à sa fin, qui nous demande donc quels sont les grands projets sur lesquels vous travaillez actuellement. Alors, je pense que ça peut s'appliquer à vous trois. Donc, on va peut-être commencer par vous.
les grands projets sur lesquels vous, Marc Vautier, vous travaillez au Technocentre d'Orange? On essaie de travailler sur les futurs produits du groupe, les futures box, arranger pour qu'elles soient, qu'elles consomment très peu, avoir des modes basse consommation performants, donner la possibilité au client aussi de configurer un peu ce qu'il veut sur la boîte en fonction de ses propres usages, parce que l'usage client c'est important. On travaille beaucoup sur la fin de vie. Pouvoir les démonter aussi, ça c'est ce qu'on disait. Travailler aussi sur le recyclage, imaginer que les coques des box existantes puissent resservir de matières premières pour les coques des futures box. Est-ce que, puisqu'on parle d'innovation et le fait, on parlait tout au début, le fait que l'innovation pousse à renouveler les parcs très rapidement, est-ce que l'une des solutions, notamment pour les box, ce ne serait pas que l'innovation soit progressivement envoyée, vous voyez, qu'elle soit immatérielle et qu'elle soit envoyée dans la boîte oui. Est-ce que ça c'est des pistes aussi? Ça, c'est aussi des pistes. Oui, ça fait partie des pistes, tout ce qui est architecture cloud et autres. Ça, on est plein dedans. Et puis, il y a de nouvelles thématiques comme l'éco-conception logicielle. Ouais. Avoir des logiciels qui soient optimisés d'un point de vue conception, de façon à moins solliciter les CPU et les mémoires des composants. Tout ça, c'est des nouvelles pistes. Et à mon avis, tous les étudiants seront confrontés à ça dans quelques années. C'est des vrais sujets, quoi. Ouais, moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé un peu sur le dur. Et à mon avis, les futures générations vont travailler sur le soft. Voilà. L'innovation. Voilà, il y a plein de choses à faire. À distance, embarqué, cloud, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est des vrais sujets. Il y a tout à faire. En fait, on est dans un domaine qui émerge. Il y a tout à faire. Moi, je peux vous parler de deux grands projets qu'on a aujourd'hui chez Evernity. Donc, c'est tout ce qui est un modèle justement de maturité concernant l'empreinte environnementale des TIC, donc de l'achat jusqu'à la fin de vie. Donc, et là, on a modélisé quelque chose avec le groupe EcoInfo. On est soutenu par Oseo pour aller plus loin sur ce modèle. Donc l'idée, c'est bien pouvoir accompagner une entreprise ou une collectivité sur est-ce que vous avez une informatique vertueuse ou pas, et qu'on puisse le mesurer de manière rationnelle. Ça, c'est un grand chantier. On a plusieurs clients qui travaillent avec nous là-dessus. Le deuxième chantier, on est plus sur le changement. On travaille avec la région Centre autour sur une vingtaine de lycées, sur faire prendre conscience aux habitants d'un lycée, qui sont très nombreux, ça va du professeur à l'élève, à la vie scolaire, sur comment mieux gérer l'énergie dans le lycée, notamment l'énergie des TIC, l'énergie utilisée par les TIC. Donc ça, c'est deux grands projets sur lesquels on travaille. La maturité, l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en place de systèmes d'information éco-responsables et l'énergie dans les lycées. Et vous, Cédric Brassard? Eh bien, dans mon métier d'enseignant-chercheur, outre donc la sensibilisation aux impacts écologiques que je fais avec le groupe EcoInfo, au niveau de l'Institut Mines Télécom, par exemple, je co-anime un réseau thématique qui porte sur TIC et environnement avec René Garello, un collègue de Télécom Bretagne. Et pour vous donner un exemple de projet sur lequel je travaille, c'est un projet européen qui s'appelle Cycled, qui vise à éco-concevoir les LED, qui sont donc les diodes électroluminescentes qui vont être le mode d'éclairage de demain. Donc, éco-conception dans un domaine de l'éclairage. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez, je sais pas, alors là vous avez parlé de vos travaux, est-ce que vous avez un mot de conclusion plus général sur le sujet? On va faire le tour dans l'autre sens. Donc on peut peut-être commencer par vous. On a fait quand même un tour d'horizon assez précis, mais vaste en même temps. Donc je ne sais pas si vous avez un mot. Je pense que oui, pour les gens qui nous écoutent. Je rappelle votre bouquin qui a l'air d'être une mine effectivement d'informations, impact écologique des technologies de l'information et de la communication. Pour encourager la lecture du livre, effectivement, et puis surtout bien avoir à l'esprit que tous les acteurs, où que l'on soit, lorsqu'on est informé, lorsqu'on a des convictions, c'est important on peut contribuer en fait au changement, même si ça prend du temps. Et qu'il existe des solutions, il ne faut pas déprimer. Allez voir le site d'EcoInfo. Moi, je peux dire, il y a une phrase qui est sympa, je l'ai relevée, là, c'est page 125. Le simple fait de comprendre l'ampleur des impacts écologiques des TIC ne devrait-il pas nous conduire à se questionner sur la surconsommation de ces équipements, à prolonger le plus possible leur durée de vie, à les utiliser de manière responsable? C'est parfait. C'est une phrase simple, ça résume un peu ce qu'on a dit. Ce que je peux juste rajouter, c'est que moi j'apprécie toujours le travail avec la recherche, et je crois que je pense que toi c'est un peu pareil. On travaille le monde de l'entreprise, le monde de la recherche sur ces sujets-là. C'est fondamental de travailler ensemble et en synergie pour avancer. Moi, je dirais à tous les étudiants qui nous écoutaient, qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Foncer. Exactement, ayez des convictions.
quel que soit votre domaine, que ce soit l'électronique, la mécanique ou la chimie ou la physique, il faut y aller, il y a plein de choses à faire partout. On part de zéro, quoi. Voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, il faut y aller, quoi. Très bien, et écoutez, merci à tous les quatre. C'était la 4e et dernière conférence de ce cycle pour l'année universitaire 2012-2013. Donc, enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai appris plein de trucs que j'ai aussitôt oubliés, évidemment. Oui, mais il y a les 3 autres sujets. Je ne sais même plus quels étaient les sujets. Non, je plaisante. Donc, c'était un vrai plaisir de travailler donc, avec Télécom École de Management pour nous, canalchat.com, en partenariat aussi avec le Cercle Les Échos, sur lesquels vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conférence dans quelques jours. Et si tout va bien, on recommence à la rentrée de septembre, un nouveau cycle. Voilà, d'ici là, bonne fin d'année universitaire si vous êtes étudiant. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.